du langage de l'enfant, de l'acquisition du langage chez l'enfant. Et dans cette conférence, j'ai choisi de m'intéresser à l'étayage, donc à l'apport de l'adulte, comment les réactions, le travail de l'adulte va permettre à l'enfant de mieux s'approprier la langue, en pensant que peut-être ça ferait écho à votre travail plus tard, quand vous aurez réussi le concours, de professeur des écoles, et qu'il y a peut-être des choses à apprendre des parents quand on est professeur des écoles. Parler vous paraît aussi naturel que respirer, mais l'entrée de l'enfant dans la langue, aussi ancrée soit-elle dans son quotidien, a fasciné les poètes, les psychologues, les médecins, les linguistes, et reste quand même un processus auréolé de mystère malgré des milliers de pages de littérature sur la question. Je peux vous assurer que quand on est linguiste, spécialiste de l'acquisition du langage, en une vie, on ne peut pas avoir lu toute la littérature qu'il faudrait avoir lue pour bien connaître la question. Mais travailler sur l'acquisition du langage, pour moi, c'est aborder l'enfant dans la langue, et donc à la fois s'émerveiller qu'un enfant puisse entrer dans le langage et aller aux racines de l'activité du linguiste. Il n'y a pas beaucoup de linguistes, en particulier en France, qui travaillent sur le langage de l'enfant, ni même qui pensent que c'est intéressant. Et moi, je pense que pour être linguiste, il faut connaître le langage de l'enfant. Et donc, c'est pour ça que je me suis attaquée à ce domaine-là en priorité. Donc, on peut observer, en travaillant sur le langage de l'enfant, comment le discours, l'histoire de l'enfant, son expérience, ses émotions, ses jeux, ses relations aux autres, l'aident à façonner sa grammaire et se construire en tant que personne et sujet parlant. Et c'est en travaillant sur l'entrée de l'enfant dans le langage et sur la grammaticalisation, la conventionnalisation de son langage, que l'on prend conscience des interactions et des relations avec les adultes qui l'entourent. Et donc moi je fais ces observations à la maison, mais je pense que si vous prenez conscience de l'importance des interactions et de la relation, c'est quelque chose que vous pouvez insuffler aussi dans la vie scolaire. Donc je commencerai par une introduction pour vous montrer un petit peu les problématiques que j'aborde, puis je vous parlerai de l'étayage prélinguistique, c'est-à-dire le rôle des parents. Alors je vais prendre que des exemples dans des cultures occidentales, en France, en Angleterre, peut-être aux États-Unis, non je ne pense pas aux États-Unis, mais les exemples seraient différents si j'étais allée dans d'autres cultures. Étayage prélinguistique, puis éclosion et construction du langage chez l'enfant, et puis son explosion. C'est donc tout un programme dont je ne donnerai qu'un aperçu aujourd'hui. Mais la question qu'on peut tous se poser, c'est comment, par exemple, cette petite Madeleine passe de ce qu'elle fait là à 11 mois. Là, vous voyez rien du tout avec la lumière. On va inverser les lumières. Parce que les gestes sont importants. Peut-être mettre celle du fond. Voilà. C'est quand même ça. Alors, essaye de donner le livre. Non. Oh, il est tombé. Bon, alors, vous voyez que déjà, elle s'exprime, elle babille, et ce qui est très mystérieux, c'est de savoir, est-ce que pour elle, elle dit quelque chose qui a un contenu sémantique? Est-ce qu'elle dit quelque chose de particulier ou pas? Et ça, on a beaucoup de mal à le savoir pour cet âge-là, à 11 mois. Autre chose, c'est que son corps exprime des choses, elle essaye de donner le livre, elle le retient, les enfants ont beaucoup de mal à donner et à abandonner la prise d'un objet, mais en même temps, sa motricité fine n'est pas encore complètement maîtrisée, puisque au moment où elle semble décider de le donner, elle le lâche. Donc, il y a plein de choses qui sont en éclosion ici, et à 3 ans et 3 mois, pardon, voilà la même petite Madeleine. Alors j'ai quand même transcrit sa prise de parole ici, parce qu'on n'entend pas tout très très bien. J'enlève mes chaussures parce que je vais montrer un jeu, parce que moi je vais monter sur mon lit. Et quand on monte sur un lit, il faut enlever les chaussures. Oui. Et après, si on n'enlève pas les chaussures, si je n'enlève pas
Alors, elle n'est pas allée au bout de son explication, puisque ce qu'elle essaye d'expliquer, c'est que si elle veut monter sur son lit, chercher le jouet qui est sur une étagère au-dessus de son lit, il faut qu'elle enlève ses chaussures, parce qu'elle ne veut pas salir son lit. Hein. Mais elle est déjà dans la manipulation de l'argumentation et dans une prise de parole assez complexe et élaborée. Alors, que révèlent ces écarts? Et puis, elle arrive à enlever ses chaussures toute seule et ensuite à monter sur son lit toute seule. Que révèlent ces écarts dans les productions enfantines, que ce soit le contenu verbal et le contenu corporel? Eh bien, une capacité merveilleuse liée à la nature humaine, à une maturation progressive du cerveau et de tout ce qui constitue l'esprit humain, mais aussi ou au fruit de conventions culturelles apportées par la société dans laquelle nous vivons et transmises par l'entourage de l'enfant. Donc là, une des grandes questions que se sont posées les linguistes et psycholinguistes, c'est est-ce que le langage est inné ou acquis? Et moi je répondrai en disant que c'est une drôle de question, puisque le langage est bien une convention culturelle et que les langues varient énormément à travers le monde. Par ailleurs, vous avez d'énormes différences individuelles. Une psychologue extrêmement intéressante, dont je vous conseille la lecture, Catherine Nelson, a montré une grande variabilité interindividuelle dans l'acquisition des premiers mots. Donc sur 18 enfants suivis, tous issus de classes moyennes, alors il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de travaux sur les classes moyennes, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller travailler sur ses enfants ou les enfants de ses amis et de son milieu social. Et donc comme les chercheurs sont issus en général de classes moyennes ou de classes moyennes supérieures, on a encore beaucoup de chemin à faire sur les autres classes sociales. Donc je vous parlerai beaucoup plus d'enfants de classe moyenne aujourd'hui, mais je vous invite à continuer ce que je vous apporte et à le tester sur d'autres classes sociales. Bon, en tout cas, les 50 premiers mots étaient produits au plus tôt à 13-14 mois et au plus tard à 26-27 mois. Donc vous voyez, il y a quand même 13 mois d'écart entre la production des premiers mots entre certains enfants. Et par ailleurs, elle a dégagé 2 profils d'enfants que je retrouve dans les enfants que j'ai suivis moi-même de manière longitudinale dans mes projets de recherche. Donc là, je vous donne juste l'exemple de Théophile et Madeleine. Théophile est un enfant que Catherine Nelson qualifierait d'expressif. Il a au tout début de son acquisition, ce qui est en bleu clair, énormément d'onomatopées et de communicateurs, donc des mots qui ne sont pas référentiels, qui ne réfèrent pas à des objets ou des personnes. Alors que Madeleine a, au même âge, surtout des mots qui sont référentiels. Et puis, au fur et à mesure de leur acquisition, vous voyez que ça dure un certain temps. Théophile met vraiment longtemps à avoir un profil adulte. La dernière barre à droite, c'est le profil de sa maman, hein, et pareil pour Madeleine. Mais en fin de parcours, vous avez une équivalence dans la distribution des catégories grammaticales, hein, nom, verbe, adverbe, adjectif, pronom, etc., chez les enfants et chez les parents. Mais en début d'acquisition, de grandes différences individuelles et puis de grandes différences de rythme. Et les différences de rythme peuvent avoir plusieurs origines. Hein, l'envie, la motivation de l'enfant d'entrer dans le langage, et puis aussi ce qui se passe au niveau des parents. Et donc si on compare Madeleine, Anaë et Théophile, et ben, au même âge, quand Théophile dit miam miam, Anaë dit c'est bon, et Madeleine dit c'est délicieux. Et on constate que dans la famille de Théophile, on adore les productions enfantines qui sont spécifiquement du langage enfantin. Donc, quand il produit des onomatopées, les parents reprennent les onomatopées à leur compte et on a une sorte de langage familial empli, hein, de ces productions enfantines. Donc, par exemple, Théophile a longtemps appelé les ciseaux tic-tic. Et bien, les parents disent t'es tic-tic, mais tic-tic. Et du coup, Théophile va même grammaticaliser ces onomatopées, puisque pour tomber, il dit boum, et il dit même, quand il le met au passé composé, boumer. Enfin, quand il le met à l'accompli, il dit boumer. Donc, il y a déjà de la morphologie qui se greffe, et de la détermination nominale, hein, mon boum boum, pour parler du ballon, qui se greffe sur les onomatopées. Anaë a un langage plus intermédiaire, mais elle a beaucoup de particularités, sa mère étant linguiste, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du langage d'Anaë, mais je la situe entre les deux, avec une mère qui à la fois privilégie
les productions de sa fille et les encourage et en même temps lui apporte des éléments de la norme sociale et de la norme linguistique. Et puis la mère de Madeleine, elle a vraiment un repère adulte et c'est le genre de mère avec son mari qui dira « on ne dit pas je veux » quand la petite fille dit « je veux boire ». Hein. Donc pour lui apprendre tout de suite le conditionnel de politesse et la bonne formulation des différents actes de langage qui lui sont demandés. Madeleine, pas seulement pour ça, puisqu'elle a un petit frère qui lui a avancé beaucoup plus lentement dans le langage, mais Madeleine parle à 2 ans, 3 mois, à peu près comme Théophile à 4 ans et demi. Mais maintenant ils ont tous les deux 7 ans, et je ne fais pas de différence dans leur développement linguistique, on les a d'ailleurs testés avec différents tests, et tous les deux sont tout aussi, se sont appropriés le même, disons, niveau linguistique, mais à des rythmes différents, tant pour la richesse de leur lexique que pour leur phonologie. À 2 ans, 4 mois, Madeleine prononce parfaitement tous les phonèmes, alors que Théophile ne dit pas encore les R en fin de mots, etc. Alors, on sait donc qu'à partir d'un petit paquet de 25 ou 30 phonèmes, ou que pour les langues des signes, à partir d'un certain nombre de configurations des mains, là c'est dans l'espace devant nous, nous sommes capables de composer une variété infinie d'expressions qui nous permettent de rendre présent pour nous et notre interlocuteur ce qui leur est absent. Et pour moi, c'est ça, fondamentalement, ce que permet de faire le langage. Nos désirs, nos rêves, notre passé, notre histoire, nos secrets, nos projets. Or, cette merveille nous paraît tellement naturelle que nous ne nous rendons pas compte de la magie du langage, sauf quand nous sommes confrontés à des enfants qui n'entrent pas si facilement dans le langage et qui présentent des troubles du langage, qui ont des difficultés à apprendre à parler. Mais pour tous les enfants que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien, ils sont rentrés tout à fait naturellement dans la langue, tout comme ils ont appris à marcher, et ils peuvent décider ou pas de nous livrer leurs secrets. Donc, voici Madeleine. Est-ce que tu as raconté nos vacances de Noël, Martine? T'as raconté ou pas? Non, je ne le raconte pas parce que c'est un secret. On lui dira quand ça sera plus un secret. On lui dira quand ce sera plus un secret. Donc, maîtrise du futur, maîtrise de la rétention. Hein. Elle décide si elle veut livrer ses secrets ou pas. Et puis un autre exemple, juste pour vous montrer qu'un enfant de 2 ans et demi qui est sourd peut être dans la langue de façon aussi naturelle qu'un enfant entendant, si il s'approprie la langue des signes. Juste, oups. Voilà, il y a des productions vocales, je ne vous traduis pas, mais c'était pour vous montrer une communication fluide en langue des signes. Ces enfants, tous différents, avec des parents tous différents, semblent bien posséder une capacité innée à catégoriser le monde qui les entoure, à grouper les événements, les qualités qui ressemblent dans la même catégorie et les désigner de façon de plus en plus précise, comme le fait Madeleine ici. Il nous faut la cuillère. J'ai une cuillère. Voilà. Donc, on peut aussi s'amuser à prendre un lexème et à le retracer longitudinalement. Je n'ai pas regardé depuis le tout début, hein, j'ai juste pris quelques exemples, mais on peut faire ça et c'est assez amusant de voir comment un même mot peut se contextualiser, s'utiliser de façon variée. Et vous voyez qu'elle arrive à appeler cuillère à la fois une grande cuillère en bois, une cuillère en plastique, et puis elle fera pareil dans la cuisine avec la cuillère dont elle se sert pour manger en métal. Alors, les idées, vous avez peut-être eu des cours sur les idées du linguiste Chomsky, Aspects of Theory of Syntax, selon lesquels l'enfant aurait une connaissance innée du langage, des parties du discours, d'une structure syntaxique de base, avec par exemple les notions de sujet et de prédicat, mais elles ne correspondent pas à ce que l'on peut constater, me semble-t-il, en analysant directement des données spontanées, et les premiers observateurs du langage enfantin remettaient déjà en question l'emploi des catégories grammaticales adultes et des filtres théoriques canoniques
pour analyser le langage de l'enfant. Donc quand on est linguiste et qu'on travaille sur le langage de l'enfant, il faut faire très attention à ne pas projeter nos catégories grammaticales apprises à l'école sur le langage de l'enfant. Et il faut arriver à faire, à ne pas faire de l'adultocentrisme ou du linguisticocentrisme et à comprendre comment se créent ces catégories spontanément dans la langue orale ou signée. Donc, personnellement, j'utilise plutôt des approches fonctionnalistes et cognitives et énonciatives que les anglo-saxons qui utilisent ces approches sont les plus proches de ce que j'essaye de faire, avec cette vision d'un input, d'un langage qui entoure l'enfant, pas seulement le langage adressé, mais le langage dans lequel il baigne, grâce auquel il va se construire des espèces d'îlots de sens, et qui vont lui permettre de se construire une grammaire cohérente. Et donc, même si l'enfant a des capacités d'ordre biologique et cognitive innées, contrairement aux autres animaux, liées sans doute à l'évolution de l'espèce, il doit apprendre les conventions linguistiques à partir du langage des autres. Il est construit en parallèle avec les autres apprentissages d'ordre cognitif et social, comme le fait de pouvoir suivre du regard, attirer l'attention, lire les intentions, la capacité à faire des analogies, à catégoriser, à symboliser. Et au niveau linguistique, selon l'approche cognitive et constructiviste, l'enfant apprend des mots et des constructions isolées, et ce sont ces petits bouts de langage doués de sens en contexte qui, petit à petit, lui permettent de se construire des grammaires successives. Et c'est intéressant de regarder les systèmes successifs qui s'organisent au fur et à mesure que l'enfant s'approprie la langue adulte, puisque progressivement, il va abandonner les systèmes qui lui sont propres pour adopter les conventions adultes et pour ressembler de plus en plus au modèle adulte. Donc il est important de comprendre cependant que ces grammaires successives qui ont leur cohérence ne sont pas bien ordonnées et constituent un véritable casse-tête pour le linguiste qui les étudie et essaie de reconstituer ces systèmes. Alors on a des méthodes, je vous en parle très brièvement, pour étudier ce système. On a des méthodes de recueil et de transcription modernes. Donc on filme avec de la vidéo numérique et on peut, là c'est pareil, c'est trop sombre, c'est beaucoup plus joli sur mon écran, mais on voit la vidéo et donc au moment où la mère dit « regarde, tu me fais un dessert », et bien on en est exactement là et je peux cliquer où je veux sur ma transcription et voir la vidéo et je n'analyse jamais plus mes corpus sans regarder la vidéo parce que pour moi, le langage s'insère dans un contexte et avec toutes les expressions multimodales qu'il faut prendre en compte pour l'analyse. Alors on peut faire des analyses quantitatives sur ces transcriptions, regardez le nombre de prépositions. Là j'avais fait un travail sur les prépositions que je catégorisais en spatiales par rapport aux prépositions beaucoup plus fonctionnelles. Et j'avais remarqué que les anglo-saxons disent que les prépositions sont d'abord spatiales puis fonctionnelles, mais c'est parce qu'en anglais, les enfants utilisent beaucoup and et on au début de l'acquisition, alors qu'en français, on a beaucoup de à, de et de pour qui sont donc beaucoup plus fonctionnels. Donc selon les langues, on ne va pas avoir les mêmes catégories grammaticales pour dire les mêmes choses. Et il faut faire très attention à ce qu'on dit sur une catégorie grammaticale. Il faut faire bien sûr de l'analyse cross-linguistique à travers différentes langues. Je vous invite à retourner à nos ancêtres, puisqu'on peut avoir la nostalgie pour les analyses spontanées des premiers scientifiques. Jusqu'à nos jours, de grands chercheurs ont compris tout ce que leur apportait l'observation de leurs propres enfants ou des enfants des autres autour d'eux et ont développé des hypothèses très personnelles à partir de leurs observations. Il est essentiel pour moi que l'apprenti-chercheur en acquisition du langage observe lui-même des enfants et ne se serve pas seulement des corpus électroniques informatisés parce qu'il n'entre pas dans la véritable recherche sans avoir observé lui-même des enfants. Quand vous allez vous-même filmer des enfants, la recherche s'inscrit dans la relation que vous nouez vous-même avec les enfants et leur famille, et constituer son propre corpus est merveilleux, mais c'est aussi très difficile, puisqu'il se pose des questions d'ordre éthique qu'il faut pouvoir aborder. Il n'est pas simple de pénétrer dans une famille, de faire intrusion avec une caméra, sans avoir le sentiment de violer les sujets d'observation. Et cette position d'observateur, il faut s'y sentir bien, il faut savoir l'occuper, il faut en connaître les limites, et il faut que les enfants et les adultes que l'on observe l'acceptent et vous acceptent. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'aller travailler dans un milieu qui n'est pas le sien,
parce qu'on a beaucoup plus de facilité à observer des enfants qui sont comme les siens, ou comme on a été, que d'observer des enfants qui sont différents. Mais il faut le faire aussi, et il faut se faire accepter par ces familles également. Alors, on arrive à notre sujet, l'étayage trilinguistique. Vous savez que l'enfant apprend énormément par imitation. Mais la question qu'on peut se poser quand on s'intéresse à l'adulte, c'est qui imite qui? Alors voilà un papa brésilien en train de filmer son bébé. Et vous allez entendre les productions vocales des deux personnes. Bon, donc c'est parlant pour soi-même. Mais vous avez aussi des imitations qui se font à des âges un petit peu plus grands et qui sont d'ordre symbolique, comme ce geste symbolique qu'on appelle le geste épistémique. Alors, la petite de 1 an a fait ce geste-là, mais près de son corps, parce qu'elle cherche le chat qui s'appelle Pazo. Donc elle est comme ça. La grand-mère reprend le geste de façon un petit peu plus large, en verbalisant « Where's Pazo ?» Et la petite va agrandir son geste pour reformuler, enfin reconfirmer qu'elle aussi est dans la même, il y a le même objet de discours et la même problématique, la recherche du chat. Hein. Donc là, on a une boucle qui se fait, premier geste de l'enfant, repris par l'adulte avec la production vocale, enfin, verbale même, repris par l'enfant qui ne parle pas encore, mais qui va petit à petit associer une production verbale, where's, hein, enfin en tout cas cette structure-là, avec le nom, où est plus nom, à ce geste. Et ce qui se passe en Suisse, c'est que pendant un certain temps, quand l'enfant va produire elle-même les productions verbales, on observe que ces gestes symboliques vont diminuer, puis vont être repris sous forme plutôt de gestes co-verbaux. Le premier geste symbolique que l'enfant utilise, et on est en train de le regarder à travers toutes les cultures et les civilisations, c'est le pointage. Ce sont des gestes conventionnels qui apparaissent vers la fin de la première année, qui ont été extrêmement étudiés par les psycholinguistes. Mais avant que ces gestes ne se combinent à des mots, le regard et les vocalisations les complémentent. Et j'appelle ces constructions, moi en anglais, pointing events, des événements de pointage, puisqu'ils sont toujours associés à quelque chose. On ne peut pas juste regarder le geste sans regarder vers où pointe le regard, hein, et s'il n'y a pas une production vocale ou verbale qui est associée. Alors, on a remarqué que Madeleine a 1 an, reprend ce geste de sa mère avec une construction privilégiée. Elle fait regarde, mais elle dit gade, hein, le plus souvent, ou egade, avec le geste de pointage. Et on aurait pu ne pas remarquer, puisque ça se perd un petit peu, puisque ce n'est pas encore très bien articulé, mais vous verrez que dans la vidéo, la mère, chaque fois qu'elle pointe, dit regarde. Voilà, elle a dit en pointant regarde. Et vous avez entendu le nombre de fois où la mère dit regarde. Donc c'est vraiment une construction qu'elle isole du reste du flux, hein, qui l'entoure et qui est vraiment consacrée à pointer un élément dans le livre ou un élément autour d'elle. Regarde plus pointage. Alors, revenons à l'enfant, enfin non, c'est à peu près le même âge, 1 an, 2 mois. Vous allez entendre une vidéo en anglais, mais ce qui m'intéresse, c'est les productions vocales et gestuelles qu'il y a dans cette vidéo. Donc c'est pas grave si vous ne comprenez pas l'anglais, de toute façon il n'y a pas beaucoup de mots qui se passent. Donc écoutez bien et regardez bien ce qui se passe entre ce papa et sa fille.
you to make it sick. Another one? Down. Or down. That's Down. There you go. Are you tired? Oh, look at that. No? Baby side. Good. There you are. Bon. Alors, ce qui m'intéresse ici, après les reprises vocales, c'est le fait que le père reprend un geste apparemment pas vraiment communicationnel, pas vraiment intentionnel, de sa fille, et le transforme en jeu qui sert de transition vers une mise en sens. Hein. Donc il lui donne une forme symbolique à ce geste qui n'était pas symbolique au départ. Elle fait une sorte de geste un peu théâtral quand il lui demande « Are you tired ?» Es-tu fatigué? La main sur le visage tourné de l'autre côté, et le geste est verbalisé par le père et atténué ensuite. Hein. La main de la petite fille descend le long des cheveux, elle se tape la tête et regarde son père en vocalisant. Son père la questionne avec une intonation montante, sans aucun contenu linguistique. Et puis, il reprend le geste de sa fille, mais alors qu'elle avait utilisé toute la main, il va commencer par le pouce, et puis l'index, qui est ce qu'on utilise en général dans nos cultures pour le comptage, et il va le transformer en désignation et en jeu d'une routine entre l'adulte et l'enfant, alors que ça ne semble pas complètement lié à ce qui se passait, mais lui se saisit de n'importe quelle forme qui se trouve dans sa communication avec l'enfant, il est énormément dans l'interaction, il surinterprète, ou il ajoute du sens, où il donne un sens, il façonne ce qui vient de l'enfant. Et donc, je pense que c'est intéressant simplement de regarder ça pour voir ce qu'on peut faire à partir des productions d'un enfant, lui donner l'impression qu'il y a un lien avec ce qu'on va lui proposer, mais lui proposer quelque chose qui est dans la zone proximale de développement, un petit peu au-dessus au niveau de la symbolisation. Et alors, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, donc il fait baby's head, daddy's head. Bon, après, elle continue avec son geste, mais on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'elle fait. Et bien, 2 mois plus tard, je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, on est dans une situation où la petite va, parce que sa mère parle des dents, montrer ses propres dents, puis les dents de sa maman, puis les dents de son papa. Donc elle va reprendre, parce que c'est routinier, on imagine qu'ils font ça très très souvent, désigner des parties du corps de chaque membre de la famille. Et un petit peu, quand elle est un peu plus grande, ça c'était, elle désigne les dents, un petit peu plus grande, elle va rajouter baby, daddy, mommy, donc les mots pour accompagner ses papas, et dolly pour la poupée. Donc c'était juste un peu pour vous montrer comment ces gestes prélinguistiques peuvent s'étoffer par le verbal et être repris par les parents pour amener l'enfant à une phase de symbolisation, disons entre guillemets, plus avancée. Alors maintenant, au niveau de l'éclosion, quels sont les premiers mots qui vont m'intéresser chez l'enfant? En ce moment, je fais un gros travail sur la négation multimodale chez l'enfant. Donc le non chez l'enfant, qui peut arriver très tôt et qui prend un éventail de valeurs, échec, rejet, déni, absence, non-existence, que nous ne détaillerons pas ici, mais j'aimerais insister sur la reprise du non entendu dans des situations d'interdit qui sont internalisées puis reprises dans des situations autres. Donc vous pouvez imaginer qu'ici, l'enfant, s'il est sous le regard du parent, va s'entendre dire « non, ne touche pas la prise »,« non, il ne faut pas ». Donc je ne vous montre pas toutes les situations, j'ai énormément de situations où le papa lui dit de ne pas toucher la plante, de ne pas arracher les feuilles. L'enfant est entouré de non, il vit dans le non en permanence. Eh bien, il peut en faire une transformation monologale, et voilà un petit épisode où Théophile va se dire non. Il continue? Mais c'est pas un interdit. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, en chambre. Un autre épisode de négation intéressante a marqué les enregistrements que nous avons C'est un extrait fait. d'un film que j'ai fait, c'est pour ça que... Le premier non
est mis devant nous s'est produit à 1 an et 8 mois. Il était en train de jouer avec son nouvel établi et tenait un marteau en bois à la main droite. Sa mère lui a alors demandé. Tu veux faire du piano, Théophile? Il s'est tourné vers elle, a fait 2 pas. J'ai interprété ces 2 signes comme un acquiescement, puis il s'est légèrement détourné de sa mère et a dit Super. J'interprète ce nom comme signifiant il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas jouer du piano avec un marteau à la main. Ce marteau n'entre pas dans le projet que me propose maman. Ce nom n'était pas adressé à sa mère. Il s'agissait d'un monologue. Il l'a produit pour lui, sans regarder l'interlocuteur. Il me semble que l'on est passé de l'emploi d'une forme et d'un rôle à la place de l'autre dans l'interdit, à l'emploi d'une forme pour soi, pour mettre en mots un problème à résoudre tout seul. La discordance entre une réalité, le marteau à la main, et un projet. Alors, jouer du piano, je suis désolée, j'ai coupé l'extrait un tout petit peu trop tôt. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir comment, de manière wittgenstienne, hein, l'enfant internalise ce langage qui l'entoure et qui lui est apporté. Mais le nom lui sert évidemment aussi à marquer son opposition à l'autre. Et entre 1 an et demi et 2 ans et demi, il marque systématiquement son refus par un non. Quand sa mère veut le déshabiller pour lui faire prendre son bain et arrêter ses jeux en cours, donc elle doit user de toutes les ruses, de tous les détournements ludiques possibles pour l'amener à une acceptation de cette activité à laquelle, bien sûr, une fois qu'il est dans le bain, il prend plaisir. Mais les transitions, vous savez, les enfants n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on les amène à l'école, ils pleurent, et puis quand vous allez les chercher, ils ne veulent pas rentrer à la maison. Et donc, si vous devenez professeur des écoles et que vous avez des maternelles, vous aurez comme ça les séances où certains enfants pleurent le matin. Dès que les parents sont partis, ils s'arrêtent de pleurer. D'ailleurs, le parent part avec toute la culpabilité rentrée. Et puis le soir, le parent a du mal à le ramener à la maison parce qu'il a pris trop de plaisir. Donc, ces premiers noms d'opposition peuvent être considérés en fait comme des marqueurs de positionnement co-énonciatif, de positionnement intersubjectif, et comme des précurseurs de formes de première personne. Hein. Un nom peut être interprété comme « moi je veux pas ce que tu me proposes hein. » et peut être paraphrasé par « je veux pas », exprimer une discordance en dialogue, marquant ainsi l'entrée dans la prise de position par rapport à l'autre. Donc c'est important ce nom, hein, c'est important de faire des négations. Donc là je vous montre d'autres internalisations en anglais de la négation. Oh, crash. Oh, Teddy. Voilà. Donc, elle s'apprête à enlever le nounours de la poussette et puis elle change de projet. Elle se fait non. Et vous voyez que c'est pas communicationnel. Elle réfléchit tout. Donc c'est le langage égocentrique. Hein. Mais vous voyez combien le langage nous sert de support pour penser. Et il y a un petit moment dans la vie où il est plus externalisé et on peut le capter comme ça quand on est linguiste. Mais c'est très très fugitif. Vous avez parfois des enfants qui jouent tout seuls dans leur chambre et qui montent des dialogues entre les personnages, mais c'est moins de la pensée, c'est-à-dire ils font parler les personnages. C'est très difficile de saisir les monologues externalisés de l'enfant, ce que j'essaye de faire depuis des années en fournissant des caméras aux amis, etc. Mais c'est pas toujours très facile. Et ça, juste pour vous montrer, une négation multimodale par une petite fille qui a un papa sourd et une maman entendante, et qui est donc bilingue et bimodale, et qui, parlant aux 2 parents, va faire une négation multimodale. Voilà, donc non, 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 à la fois le verbal et le gestuel, enfin le signe. Ce qui se passe en langue des signes, c'est qu'il y a certains gestes conventionnels qui sont ensuite grammaticalisés sous forme de signes et qui deviennent des signes linguistiques. Alors maintenant, regardons un petit peu la construction du langage. Je vous donne l'exemple d'une structure argumentale qui est la structure prototypique chez les linguistes. Le verbe donner, ou give en anglais, qui est étudié sous toutes ses coutures,
quand on travaille sur la structure argumentale. Pourquoi? Parce que c'est une scène de base de transfert physique, c'est universel, c'est fréquent de donner quelque chose. C'est une structure complexe avec 3 participants, enfin 3 arguments. Il y a des verbes prototypiques, donc en anglais, give. En anglais, il y a une complication supplémentaire, puisqu'on peut dire to give something to someone et to give someone something. Donc vous avez aussi ces 2 structures que l'enfant doit s'approprier, et on peut aussi examiner laquelle est la structure dominante. Mais juste pour vous montrer un langage avec les morceaux les blocs qui se construisent les uns sur les autres, à 1-4, Naïma dit, bah oui, il y a une petite fille américaine dans ma présentation, donc Naïma, give mommy, tout en donnant quelque chose à sa mère, elle verbalise ce qu'elle est en train de faire. Et à 2-8, elle en est à I want you to give me another one. Je veux que tu m'en donnes un autre. Donc on a comme ça une construction au fur et à mesure de 1 argument, 2 arguments, 3 arguments. Mais vous allez voir qu'au début de l'acquisition, elle a 1 an, 4 mois, en fait, tous les arguments sont présents dans le dialogue, mais avec l'étayage adulte, il faut en fait regarder ce qui se passe en dialogue pour se rendre compte que l'enfant est capable de présenter toutes les facettes de la construction, toutes les facettes de la structure argumentale, mais pas toutes en même temps. Il ne peut pas, dans une même production, produire les 3 arguments. Seulement, on les a dans le dialogue. Je vous fais écouter, alors elle est un tout petit peu bizarre cette vidéo, parce qu'il y a un décrochage entre le son et l'image, mais on comprend quand même. You're giving me this one? Okay, thank you. Mama, here. No, I was giving it to Mommy. Mama. Blue, blue is mama. Blue is mama. Blue is mama. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle commence par dire « give mommy », le récipiendaire, et sa mère reformule. « You're giving me this one. Ok, thank you. Tu me donnes celui-là. D'accord, merci. » Donc, elle a reformulé, et il y a tous les éléments dans l'énoncé de la mère. Ensuite, Naïma donne l'agent. Le sujet grammatical, l'agent, celle qui donne, c'est elle qui donne, Naïma give. D'ailleurs, c'est une petite fille très intéressante de regarder aussi l'utilisation de la 3e personne à la place de la première. Il y a un article qui est sorti là-dessus, mais ma propre doctorante est en train de travailler sur la même petite fille, et les auteurs de l'article ont oublié de regarder le langage de la mère, et si on regarde le langage de la mère, on s'aperçoit que la mère désigne beaucoup l'enfant à la 3e personne, et que ça n'est pas une création de l'enfant. Toujours est-il que là, elle dit Naïma give, et la mère reformule Naïma's giving it to mommy. Naïma le donne à maman. Et enfin, l'enfant dit blueberries, les myrtilles, comment on dit en français? Les myrtilles. Donc vous avez là l'objet du don. D'accord? Et donc, en 3 productions, vous avez les 3 arguments qui sont disposés. Et puis, bon, je vous ai coupé, mais ensuite, la mère va reprendre l'ensemble de la construction. Donc, la petite ne peut pas encore mettre toutes les facettes en même temps, mais elle les a en tête. C'est juste qu'elle ne peut pas les présenter à la fois. Donc, chaque phrase est télégraphique, en quelque sorte, mais l'ensemble permet de représenter un événement complet qui est rétabli par la mère. Et ce sont dans ces scènes de transfert, avec l'acte physique qui est en jeu, et qui est mis en mots verbalisé par la mère, avec des séquences bien claires de qui donne l'acte de donner comme action, et puis le récipiendaire, et puis l'objet du don, que l'enfant va apprendre par ce script à mettre en mots cette structure complexe à 3 arguments. Et donc, juste pour faire un résumé de son acquisition, dans une première période, 98% de ces constructions sont incomplètes. Il y a des déviations phonologiques, une grande instabilité, et c'est surtout le bénéficiaire qui est exprimé, comme dans « give mommy », donc le récipiendaire du don. Dans la période 2, vous avez des déviations et des fillers. Les fillers, ce sont les petits phonèmes que l'on met quand on n'a pas tout le marqueur grammatical. Il y a ou tout le mot lexical d'ailleurs. Il y a plutôt 2 arguments ou 3. 75% des énoncés sont complets. Et ce n'est qu'à la période 3 qu'on va avoir quelque chose qui ressemble au langage adulte, parce qu'il faut savoir qu'un adulte, quand il s'adresse à l'enfant, en tout cas, 80% des fois, utilise
la structure à 3 arguments. Mais même si on croit qu'avec donner, les 3 arguments sont obligatoires, ben 20% des cas, on a 1 ou 2 arguments et pas 3. Dans le langage oral en tout cas. Et donc, si on compare tous les enfants de mon corpus, les 3 en haut sont français, les 3 en bas sont anglophones, vous voyez qu'il y a des rythmes d'acquisition très très différents. Madeleine va très vite, 1, 2, 3 arguments. Léonard, à la fin de mon corpus, il en est à 2, des fois 3, mais il commence à dire donner assez tôt. Théo, lui, il met en place les 3 beaucoup plus tard que les autres, mais pouf, ça vient assez vite. Et puis Naïma, un peu comme Madeleine, mais encore plus précoce que Madeleine. Et puis Lily et Will, directement, on n'a aucune occurrence de give sans qu'il y ait les 3 arguments, mais beaucoup plus tard. Ceci dit, comme on filme qu'1 ou 2 fois par mois, on ne sait pas, et que le verbe donner n'est quand même pas le plus fréquent en 1 heure de tournage, on ne sait pas si c'est vrai. Mais maintenant, si vous allez, au lieu de donner par âge, donner par la longueur moyenne des énoncés de l'enfant, vous voyez que la structure à 3 arguments arrive, évidemment, une fois qu'il y a plus de 2 mots et demi de moyenne, puisqu'il en faut au moins 3 pour avoir 3 arguments, mais que il faut faire peut-être attention à prendre comme mesure l'âge et qu'il y a d'autres mesures à prendre en compte quand on travaille sur l'enfant. Alors maintenant, passons à l'explosion. Combien vous me donnez 2 minutes? Parce que je peux couper un quart d'heure. Voilà. Alors, je voulais vous parler, durant la période d'explosion linguistique, des erreurs des enfants et ce qu'on en fait. Puisque vous allez quand même être confronté à ça, aux erreurs des enfants devenus vos élèves. L'enfant élabore des catégories qui vont petit à petit le conduire à une grammaire adulte. Mais il va en chemin produire des énoncés contenant des écarts. Des écarts par rapport à la norme adulte. Et ces écarts ont été traités par les linguistes de barbarisme par égard, de formes incorrectes par Buller, de catégories émergentes, donc vous voyez qu'on change de dénomination par Yves Clark, ou de systèmes transitoires. J'ai mis, même s'il est dans l'ordre chronologique plus tard, Marcel Cohen, parce que l'idée de système transitoire me plaît beaucoup. Et ce sont ces erreurs, ces tentatives stratégiques qui conduisent l'enfant à une appropriation personnelle du langage. Donc il ne faut pas négliger les erreurs des enfants, il ne faut pas absolument les corriger sans les comprendre, parce que parfois elles sont la trace d'une démarche interprétative, d'une démarche de construction, et c'est très très important de les prendre en compte. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de prendre ces erreurs comme étant faisant partie d'un processus d'étapes transitoires d'appropriation quand il s'agit de la grammaire de la langue. Et c'est ce processus qu'on appelle grammaticalisation, copiant un petit peu la grammaticalisation en diachronie, même si ça n'a pas exactement le même sens. Alors là, je vais vous montrer des erreurs chez une enfant beaucoup plus âgée, juste parce que c'est... On pourrait penser que c'est de l'humour, mais elle ne le fait pas exprès. Donc elle se met à chanter dans un micro et produit des mots inventés. Et moi, je lui demande, tu chantes en quelle langue? Et elle me dit, ah, celle-là. Et elle tire la langue pour la montrer. Donc là, on est dans un problème lexical, c'est-à-dire qu'elle n'a pas saisi que je ne parlais pas de la même langue, même s'il y a un lien entre la langue qui est dans la bouche, un lien métaphorique, hein, et les langues que nous, mais pas seulement métaphoriques, mais phoniques aussi, les langues que nous parlons. Ça me fait rire, mais évidemment, elle ne sait pas pourquoi je joue. Donc ça, c'est juste un exemple que j'utilise dans la construction de l'humour chez l'enfant pour montrer que des fois, ils produisent des énoncés qui nous font rire, mais qui n'ont pas eu l'intention de faire rire. Et voilà Madeleine dans un processus d'acquisition, d'appropriation, qui fait rire sans le vouloir, mais vous allez la voir décomposer une expression qu'elle ne connaît pas. Tu fais un sourire, Cool? Tu fais un sourire à ta grande sœur? Elle le prend en photo. Clic-clac, Clac. clic-clac, clac. Mais Lucas vienne. Ah, tu veux prendre le cas en photo aussi? Oui. Voilà. Il est allé jeter un coup d'œil pour faire descendre. On ne veut pas qu'ils viennent. Allez voir. Allez acheter un coup d'œil. On veut prendre une appareil aussi pour aller acheter un coup d'œil. C'est jeter un coup d'œil. Moi, je vais aller jeter un coup d'œil. Entendu.
Parce que moi j'ai des yeux. C'est pour ça que je vais aller chercher. C'est pour ça que je vais aller chercher un coup d'œil. Moi, je vais aller jeter un coup d'œil. Très bien. Parce que moi j'ai mon appareil photo, elle va aller jeter un coup d'œil. Il fait redescendre avec Lucas. Très bien. Tu l'appelles alors. Je suis pieds nus sur l'escalier. Tu n'as pas froid? On passe à autre chose. Mais vous voyez qu'elle travaille, se jeter un coup d'œil dont elle ne connaît pas la composition. Vous la voyez le travailler sous toutes ses formes. Et c'est vraiment intéressant de saisir ces moments-là où on la voit construire. Et c'est seulement si cette expression est répétée qu'elle va comprendre que c'est regarder, enfin rapidement. Mais là, elle n'a pas encore complètement construit le truc. Elle l'associe aux yeux, elle l'associe à l'appareil photo, elle l'associe à aller chercher Lucas, qui est le fils en fait de l'observatrice. Donc c'est très intéressant. Alors j'ai travaillé sur d'autres erreurs, puisque j'ai fait ma thèse sur le jeu chez l'enfant. J'ai travaillé sur toutes les déviations, les écarts dans l'autodésignation que faisait l'enfant, puisque l'enfant peut se désigner par jeu à la fin du processus, mais aussi, alors là je vous ai mis les désignations en anglais parce que c'est encore plus riche. Il peut dire me à la place de I, mais il peut dire my à la place de I. Et on peut imaginer que l'enfant entende des choses comme let me do it et dire me do it en reprenant exactement la structure, mais my do it, il ne l'entend jamais. Donc vous voyez que c'est un écart qui est très créatif et personnel de sa part. Puis il y a des utilisations de la deuxième personne à la place de la première ou de la troisième personne à la place de la première chez certains enfants et seulement dans certains contextes qu'on peut comparer parfois à des procédés le renversement pronominal chez les enfants autistes. Mais les enfants autistes restent dans cette étape-là alors que les enfants typiques vont en sortir et ne vont pas, sauf s'ils sont Johnny Hallyday ou quelque chose comme ça, se désigner par la deuxième ou la troisième personne. Donc je vais vous montrer quelques exemples de tu pour jeu. Donc Guillaume fait l'inventaire des chaussures et il commente, c'est à papa. C'est les souliers de papa. Veut à mettre, veut. Tu veux les mettre? Oui, il met les souliers de son père, comme ça, marche. Non, il y a une erreur dans la transcription. Oui. Bon, il met les souliers, comme ça, marche. Il n'y a pas... Il se met debout avec les souliers, marcher, comme ça. Tu veux marcher comme ça? Ouais. Il fait quelques pas, et c'est ça qui m'intéresse. Il fait quelques pas avec les souliers de son papa, et il dit, bravo, tu marches. Alors, on constate qu'il utilise la deuxième personne quand il s'agit de parler de cet exploit qui est de marcher avec les grandes chaussures de son papa. Et on remarque que tant qu'il parle de son projet, il emploie 0 plus verbe. Hein, veut, mettre, enfin le modal plus le verbe. Hein, et puis marcher comme ça, hein, le verbe à l'infinitif. Mais pourquoi, une fois qu'il a commencé à accomplir son acte, pourquoi trouve-t-on cette forme marquée qui est tu? Est-ce un tu qui signifie je? Est-ce que vraiment c'est à l'enfant de se congratuler? Est-il l'énonciateur approprié? Cet énoncé ne revient-il pas à sa mère? Nous sommes dans un contexte d'exploit et par ailleurs cet énoncé ressemble fort à du discours entendu et nous pouvons dire que l'enfant exprime sa propre fierté en empruntant le rôle de congratulateur habituel de sa mère. Le langage lui permet ainsi d'être dans cet espace intermédiaire entre la fusion avec l'autre et la séparation. Cela passe par un énoncé dans lequel il parle de lui-même comme si un autre lui adressait la parole. Et cette forme tu marque donc à la fois l'altérité et l'identité. La mère d'ailleurs continue le dialogue sans le corriger. D'ailleurs c'est très très difficile de dire à quelqu'un il ne faut pas dire tu, il faut dire je. Hein, donc le renversement pronominal. Alors dans le contexte de bêtise, on a la même chose. Il est en train de manger une cacahuète et il dit t'as avalé encore. Hein, non, une seule cacahuète. Et donc j'ai remarqué que dans le corpus de Guillaume, on avait cet espace rose-là, temporaire, où tu est référé à lui-même, avant qu'il ne maîtrise véritablement le tu pour tu. Les premières petites barres bleues sont des constructions figées. Et puis après, il a toute cette période de tu pour je, et ensuite il va pouvoir dire tu pour tout. Alors, ce n'est pas le parcours de tous les enfants, c'est le parcours de Guillaume, mais l'hypothèse que j'utilise des théories anglophones, en fait,
pour dire que l'enfant utilise des morceaux de discours entendus qui ne sont pas analysés, et il ne fait pas un renversement pronominal délibéré, mais il sort tu pour plus prédicat dans certains contextes. Et donc, c'est un processus d'assimilation dans lequel il n'y a pas de distance. Et au deuxième niveau, il y aura un jeu métalinguistique et puis un processus d'internalisation et une certaine distance qui va pouvoir s'opérer. Donc, cette appropriation du tu pour tu, et ce passage par le tu pour je, permet de montrer l'importance du discours adressé qui est repris par petits morceaux. Donc, je vais vous montrer avec tu, bravo, tu marches. Mais on peut le retrouver sous complètement d'autres formes, mais pas à la deuxième personne, quand l'enfant reprend le nom de l'interdit, quand l'enfant reprend des morceaux de discours entendus. Donc je vais sauter. Et ce que je voudrais montrer, c'est Léonard. Léonard qui lui dit 12% des fois, quand il parle de lui-même, il dit « il ». Ah ben j'ai pas le... J'ai pas... Non, bon, c'est pas grave. Donc il utilise il, par exemple, il dit l'a dit pan à David pour dire qu'il a dit pan à David à la crèche, et quand il est dans un contexte de narration. Et donc il se présente comme un personnage dont il parle à la troisième personne. Et donc au début, quand j'ai analysé ça, ben, je l'ai vu comme une stratégie propre à l'enfant. Mais après, quand je me suis penchée sur le langage de sa mère, qui d'ailleurs est écrivain pour enfants et construit beaucoup de personnages, j'ai remarqué qu'il y avait des contextes dans lesquels elle utilisait la troisième personne pour s'adresser, pour parler de l'enfant devant lui et quand même à lui. Et donc là, on est dans un contexte où il est filmé, et elle lui dit « Léonard, il mange... papa, il filme », ou alors Alia, « Léonard, il mange la boulette ». Donc chacun a un rôle. Alia, c'est de filmer, et Léonard, c'est de manger la boulette. Et elle passe tout de suite au-dessus, regarde ce que je t'ai apporté. Donc selon la fonction qu'elle assigne à l'enfant, celle de recevoir quelque chose qu'elle lui a apporté, celle d'être dans un certain rôle de mangeur, elle utilise la deuxième ou la troisième personne. Même chose ici, tu ne montes pas sur la table, tu ne montes pas, non, on ne monte pas, donc la règle. Et puis quand elle parle d'elle-même et qu'elle veut montrer qu'elle va se mettre en colère, vous voyez en bleu, et ben maman, elle va faire pareil que le monsieur en colère dans Adèle et la Belle. Maman va faire ouh, d'accord? Donc elle parle aussi d'elle-même à la troisième personne. Là dans le bain, non, non, stop Léonard, stop, regarde, maman elle est toute mouillée. Donc elle se met en position d'objet d'observation à la fois pour elle et pour l'enfant. Donc ils ont un objet d'observation, un objet d'attention commun, mais elle dissocie son rôle d'énonciatrice et son rôle d'objet d'observation pour l'enfant. Mais elle repasse tout de suite à tu, regarde ce que tu m'as fait sur ma chemise, donc première personne. Et donc elle joue comme ça avec les pronoms personnels, les places énonciatives et les référents. Et on a ça tout au long du corpus. Voilà. Et donc on s'aperçoit qu'il y a une variété sémantique et une complexité des formes adressées à l'enfant pour le désigner en fonction du point de vue, qui en fait aide l'enfant à saisir les fonctions pragmatiques de ces formes, et que ce sont des formes qui sont adaptées aux capacités linguistiques de l'enfant. Donc si ce sujet vous intéresse, il y a un très joli article de Benjamin et Sabo-Chouani qui ont regardé ça chez les tout bébés qui ne répondent pas, mais les mères qui adaptent leur utilisation des personnes en fonction de comment elles donnent à voir la représentation qu'elles donnent à l'enfant de lui-même. Alors, j'ai essayé de vous montrer comment le langage de l'enfant pouvait être un système transitoire qu'il faut capturer comme des petites bulles de savon qui vont éclater, puisque à la fin du parcours, il va rester très peu de ces écarts. La mère continue à présenter le maximum de perspectives possibles sur lui-même, sur elle-même, et à jouer des rôles sociaux que l'enfant occupe et qu'elle occupe. Dans le corpus de Léonard et dans le corpus de Guillaume, il est vraiment intéressant de regarder les emplois de la troisième et de la deuxième personne, mais d'une manière générale, on peut regarder comme ça tous ces petits écarts qui émaillent le parcours de l'enfant. Donc toutes les situations qui permettent
à l'enfant d'accomplir son cheminement d'apprenti énonciateur naissent dans le dialogue, et c'est en rejouant ces scénarios avec sa propre voix que l'enfant manifeste une internalisation, une appropriation effective des formes trouvées chez l'autre dans un discours qu'il va pouvoir ensuite habiter pleinement. J'ai donc fait un retour dans cette présentation sur les premières reprises, les premiers emprunts qui vont de la construction pointage plus regarde à de longs énoncés déjà complexes dont la dimension citationnelle permet selon moi à l'enfant d'évoquer une situation en adéquation avec celle qu'il est en train de vivre. Ces reprises sont la manifestation du pouvoir de l'enfant sur les choses, sur les actes, sur les autres et sur lui-même, mais aussi sur les formes symboliques, qu'elles soient gestuelles ou vocales. Avec le nom, l'enfant peut se formuler à lui-même un interdit, se donnant le pouvoir de maîtriser l'angoisse provoquée par la non-satisfaction d'un désir. Avec le tu pour jeu, l'enfant peut rejouer le rôle de l'adulte dans un scénario où il se marque comme vilain ou comme héros. Et toutes ces situations naissent dans le dialogue. Il s'approprie des formes symboliques avec sa créativité propre, se construit sa propre subjectivité, sa propre perspective qu'il est ensuite capable de partager avec des moyens linguistiques complexes tels que les pronoms, les modalités, les aspects qui lui permettent de transmettre ses pensées, ses opinions, son imaginaire, son monde propre. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cet exposé. J'ai plusieurs questions, mais j'en choisis une, notamment sur la posture de chercheur au moment de l'observation. Vous avez dit toutes les précautions, rappelez toutes ces précautions, notamment éthiques. Et je ne sais pas si c'est vous qui filmiez le dernier film que vous nous avez montré. Avec Madeleine, il y a une interaction, vous lui dites, mais tu as froid. Alors là, c'est Martine Sekali, donc une collègue, parce que j'ai dirigé un projet de recherche dans lequel on a filmé une dizaine d'enfants. Donc durant le projet, j'en ai filmé 3, mais d'autres chercheurs en ont filmé. Donc Madeleine a été filmée par Martine, et donc vous remarquez que Martine intervient. Oui, voilà. Justement, c'était par rapport à l'intervention du chercheur. Donc en fait, chaque chercheur a sa propre façon d'intégrer le milieu familial qu'il observe. Alors il se trouve que dans le projet Collage, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder un petit peu ce qu'on a fait. On a un site internet. Donc si vous tapez Collage, C-O-L-A-J-E+, RICSC RISC, donc c'est le réseau en Ile-de-France de sciences cognitives, vous allez trouver le site. Dans mon projet, en fait, on est des chercheurs qui sommes allés filmer, comme on allait très souvent dans les familles, des familles qu'on connaissait. Donc on est des amis de la famille. Et la seule fois où je suis allée filmer un enfant dont je ne connaissais pas la famille, parce que je cherchais un enfant bilingue français-italien et que j'en avais pas autour de moi, ben, au bout de 2 fois, je suis devenue très copine, il m'a invitée à dîner. Donc j'arrive pas à établir une distance de chercheur. Et pour moi, c'est très important en fait d'être intégré par la famille. Donc c'est ma façon de travailler, c'est la façon qu'ont adopté les chercheurs qui travaillent avec moi. Pour Martine, c'est aussi une amie de la maison d'à côté d'où elle habite. Hein. Donc Madeleine, elle la voit en dehors des séances de tournage. Et donc Théophile, Léonard sont des amis d'amis, des amis d'enfance. Et donc, en fait, on a une position d'observateur participant. On ne s'empêche pas de parler. Ça nous arrive même d'essayer de pousser l'enfant à aller plus loin. Alors, des fois, ça crée des situations qui ne nous vont pas bien parce que la mère est tellement en confiance qu'elle nous laisse seule avec l'enfant. Et donc, on a des parties entières sans le dialogue de la mère avec l'enfant. Mais on a d'autres choses à observer puisque quand l'enfant est avec une personne suffisamment familière, mais qui n'est pas dans son quotidien de tous les jours, il peut être amené à expliciter les choses. Parce que dans la communication mère-enfant, il y a beaucoup d'implicites, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de savoir partagé. Et quand l'enfant vous raconte une histoire et vous ne savez absolument pas comment est constituée sa classe, ce qui s'y passe, etc., quels sont les noms de ses amis, il est obligé d'aller plus loin. Et c'est bien parce que l'enfant a des interlocuteurs non familiers que son langage va se complexifier pour pouvoir parler de ce que l'autre ne connaît pas. Donc c'est important. Bon, donc en fait, il y a des chercheurs qui s'effacent à tel point qu'ils laissent la caméra sans rester. Donc ça, c'est une manière de faire. Et il y a des chercheurs qui restent là comme partenaires conversationnels en s'effaçant parfois et en restant parfois. Donc moi, j'ai choisi de rester parce que j'ai besoin de vraiment connaître
quand c'est un suivi longitudinal, de sentir la famille, de sentir les relations, de tout comprendre de l'enfant. Mais j'ai un autre projet dans lequel je filme des dîners familiaux pour observer les interactions polyadiques avec toute la famille et le code switching quand les familles sont bilingues. Et là, on filme que 2 dîners. Donc on n'a pas besoin d'être aussi familier. Donc on est là, on est deux chercheurs avec 2 caméras. On est là pendant la préparation du dîner pour qu'ils s'habituent aux caméras. Et puis on les pose sur des pieds comme ça. Et comme ils sont à table, ils ne bougent pas trop. Donc on peut les avoir dans le champ d'une caméra ou de l'autre. Et on va dans une autre pièce où on quitte la maison jusqu'à la fin du dîner. Donc il y a des manières différentes de pratiquer l'observation. Mais les chercheurs qui ont mis en ligne des films dans lesquels ils ont laissé les caméras sur pied avec des tout petits enfants, et ben 80% de la vidéo est hors champ. Donc moi, comme je m'intéresse beaucoup aux mimiques faciales et aux gestes, ça n'est pas possible, j'ai vraiment besoin de rester là. Et j'essaye de cadrer à la fois sur la mère et l'enfant, ou sur le père et l'enfant quand il est là. Avec Théophile, le papa arrive le soir et j'ai des bouts de dîner, etc. Et donc j'ai vraiment besoin d'être là pour pouvoir constamment régler ce que je suis en train de visionner. Voilà. Merci. Est-ce que ce que je vous dis vous interroge par rapport à ce que la pratique que vous êtes en train d'apprendre? Parce que je vous ai parlé de choses qui se passent avant, plutôt avant que l'enfant aille à l'école. Je ne vous ai même pas montré, parce que là on a filmé les enfants jusqu'à 7 ans, donc on les a une fois qu'ils ont commencé la maternelle. Mais bon, on a commencé par étudier le début du corpus et on a beaucoup plus de choses sur 0,4 ans que sur 4-6 ans. Puis les transcriptions prennent du temps. Mais est-ce que cette façon... Enfin, cet étayage apporté par le parent et ces emprunts, est-ce que ça vous donne des idées sur les pratiques que vous pourriez mettre en place, ou l'écoute particulière, ou l'écoute particulière de ce que vos élèves vont s'approprier de votre discours à vous? Parce qu'il faut savoir que vous devenez le modèle des enfants quand vous êtes professeur des écoles, enfin un des modèles, et qu'ils s'approprient aussi un autre langage que celui de la maison par tout ce qu'ils vous entendent dire à l'école, dans la classe. Donc est-ce qu'il y a un écho, ou est-ce que vous trouvez que c'est totalement dissocié? Ah, ça c'est français, hein, parce que quand vous allez en Suède, tout le monde vous pose des questions, y compris depuis le collège, le lycée, les étudiants. On n'est pas dans une tradition où on prend la parole facilement en France. Mais essayez, c'est important. Ah, les profs. Voilà, la disposition de la salle aussi. Hein. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la multimodalité de tout ce qui influence le langage de l'enfant. C'est vraiment très frappant dans votre exposé. L'enfant qui peut jouer de certaines choses, ou réfléchir tout haut, ou vouloir taquiner, et aussi comment il y a cette imitation réciproque de l'adulte et de l'enfant. C'est assez drôle de voir que le papa imite l'enfant. J'avais observé en maternelle que les parents jouent avec leurs enfants et se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas avec des gens, des adultes ou des personnes inconnues ou connues. Il y a une sorte de côté ludique de l'adulte chez l'enfant qui rejaillit sur l'enfant. Je m'étais fait l'hypothèse que ça devait avoir aussi un impact sur la maturité de l'enfant. Parce que l'adulte, le parent, se permet de jouer un peu n'importe quoi, la folie qui lui passe par la tête à certains moments aussi. Bon, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup il y a le nombre de mots que l'enfant connaît, il y a le contexte qui est hyper important, et l'importance des gestes aussi. Ça me frappe beaucoup dans vos études. Le geste est extrêmement important dans le langage, et ça vaudrait aussi la peine de voir... En fait, pour moi, le langage comprend le geste. Oui. Voilà. Donc, c'est pas le geste est important par rapport au langage, mais le langage est multimodal. Le langage oral est multimodal. Et quand on travaille sur le langage de l'enfant, ou le langage de l'adulte d'ailleurs, il faut travailler sur tous les processus qui sont en jeu.
Sinon, sur le ludique, j'ai fait une petite étude sur la construction de l'humour chez l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas forcément les enfants qui ont le développement linguistique le plus avancé qui vont manifester de l'humour. Donc par exemple, je n'ai pas trouvé beaucoup de traces d'humour chez Madeleine. C'est-à-dire qu'elle fait des choses extrêmement élaborées, articulées, elle explique, elle argumente, mais elle ne s'amuse pas beaucoup. Alors que Anaë et Théophile, alors Théophile c'est le roi, il a un papa qui n'arrête pas de faire des blagues et des jeux de mots. Alors par exemple, Théophile est en train de manger, et puis il a une assiette dans laquelle il y a des bouts de saucisses et des bouts de poireaux. Et moi je lui ai offert une fourchette, il est tout petit, et donc il a 1 an, et il apprend à piquer les choses, et il décide de prendre que les saucisses. C'est quand même, les enfants préfèrent les saucisses, on pourrait écrire un article, les enfants préfèrent les saucisses. Et le père dit, alors donc, moi tenant la caméra, je dis, il semble manifester une préférence pour les saucisses, et le père dit, c'est l'immigration choisie. Et tout le monde éclate de rire, et l'enfant le premier, il éclate de rire. Il a 1 an, il ne peut pas savoir ce que c'est que l'immigration choisie. Mais au fur et à mesure, il va intégrer comme ça ces blagues et ces jeux de mots. Bon, et puis il y a beaucoup de ludique dans cette famille. Et à 5 ans, il vous sort des blagues extraordinaires, Théophile. Donc il manipule comme ça des fonctions métalinguistiques qui vont lui permettre d'entrer dans d'autres fonctions du langage par le mot. Hein. Mais il ne faut pas penser qu'on va trouver ça chez tous les enfants, puisque ça va dépendre de leur entourage et du degré d'amusement partagé qu'il y a dans ces familles. Mais c'est très important. Je me permets juste avant de clôturer, moi, de poser une question qui tourne en fait sur le travail que vous avez mené. Vous parlez du geste qui fait partie du langage. Est-ce que vous avez pu associer le développement corporel des enfants et de voir si justement il y avait le petit, alors je me souviens plus comment il s'appelle, le petit garçon, qui montrait que vraisemblablement au niveau linguistique il était en retard avec son miam-miam. Est-ce que par ailleurs il a développé d'autres compétences corporelles par exemple, ou de choses que vous auriez pu observer parce que voilà, mobilisé par ces acquisitions-là, il a reporté quelque part une partie de son acquisition linguistique. Alors, c'est une question, sur votre question, c'est une question de motivation. Théophile, c'était un enfant très moteur, donc il faisait des choses beaucoup plus extrêmes avec son corps que ne faisait Madeleine, qui est une enfant qui est rentrée dans le langage verbal très très tôt. Et alors, pour pouvoir comparer l'utilisation du corps dans le développement du langage, en fait, on fait un travail sur la négation multimodale. Puisque les gestes symboliques de négation peuvent s'acquérir très tôt, hein, le hochement de tête et même ce nom-là. Et puis, on a des manifestations corporelles de rejet et de refus bien avant qu'il y ait des manifestations symboliques, puisque l'enfant peut détourner sa tête de la cuillère d'épinard ou d'un jeu qu'on lui propose, détourner son corps, se raidir quand il ne veut pas qu'on le déshabille, etc. Donc on regarde toutes les manifestations corporelles du rejet, du refus. On regarde comment il manifeste de manière symbolique le rejet et le refus. Est-ce que c'est par le geste ou est-ce que c'est par les mots? Et puis ensuite, on regarde comment les deux modalités sont associées ou comment elles ne le sont pas. Et donc, juste pour vous donner un exemple, Madeleine, à 1 an, elle a des manifestations corporelles de rejet, mais très très petites. Ce n'est pas des grosses manifestations, parce qu'elle ne se permettrait pas... on ne peut pas être extrême dans cette famille, très bien, très propre sur soi. Théophile, lui, quand il ne veut pas, il va crier et se dégager, et se débattre. Et avant de dire non, il va hocher la tête. Alors que Madeleine, elle n'a pas du tout le hochement de tête avant le non-verbal. Et ensuite, il va dire non plus hochement de tête. Et puis ensuite, il va dire non sans avoir particulièrement besoin de hocher la tête, sauf s'il y a besoin d'un non emphatique très accentué. Et donc, on suit comme ça une dizaine d'enfants et on essaye de retracer leur parcours multimodal, y compris des enfants qui signent et des enfants qui sont bimodaux, langue des signes et français, et puis des enfants bilingues. Alors, on a un petit garçon bilingue, Antoine, qui lui a un grand frère. Alors, non seulement Antoine essaye d'entrer dans l'italien et dans le français, maman italienne, papa français.
où les négations se ressemblent, mais ne sont pas... Il y a la nasale en français, hein, donc on peut distinguer le non du non. Et puis après, la syntaxe des négations va être différente en italien et en français. Mais il a ce grand frère qui occupe l'espace sonore. Et donc, que fait Antoine? Lui, il a énormément de gestes symboliques pour dire non. Donc, il va vraiment utiliser les gestes symboliques pour utiliser cet espace communicationnel qui est libre, qui est la modalité visuelle qui lui reste. Enfin, c'est une hypothèse, hein, on doit regarder de plus près, c'est l'idée qu'on a, on essaye de comprendre. Après, on regarde chez les parents, mais on n'a pas vu de grandes différences. Les parents ont quand même un système qui est extrêmement verbalisé, donc ils ont des gestes, sinon les enfants ne les apprendraient pas. Mais bon, la mère de Madeleine a très peu de gestes, donc ça c'est évident. Et quand Madeleine a 5 ans, elle ramène une co-gestualité de l'école qui va complètement changer sa corporalité. Donc à partir du moment où elle est vraiment rentrée en maternelle, où elle a pris sa place et où elle a un lieu qui est différent de la maison, elle devient beaucoup plus expressive avec son corps. Et ça vient du monde extérieur. Et ça vient, à notre avis, puisqu'on l'a suivi depuis l'âge de 10 mois, pas de la maison. Et donc vous voyez comme ça des changements, des transferts de modalités chez les enfants qui vont dépendre de plein de paramètres différents. Hein, de leur investissement du verbal. Le petit frère de Madeleine a exactement les mêmes parents. Et lui, il a parlé beaucoup plus tard. Il a 3 ans là, il ne parle pas du tout comme Madeleine à 2 ans. Et il a les mêmes parents. Mais maintenant, peut-être que les parents ne sont pas les mêmes avec des enfants différents. Hein. On le remarque soi-même quand on a des enfants. Mais il y a des styles parentaux qui vont influencer. Et puis, il y a le goût de l'enfant lui-même pour telle ou telle activité. Et donc, la communication pour Théophile, c'était pas une priorité, jusqu'à ce que ça devienne ludique. Et maintenant, quand je vais le voir, ce qui l'intéresse, c'est de me faire des blagues, c'est d'avoir une relation comme ça, plutôt amusante avec moi, qui est beaucoup plus facile. Maintenant, il arrive à la mettre en mots. Et alors que quand il était petit, c'était par le jeu. Et comme j'étais avec ma caméra, je jouais pas avec, je lui parlais, mais je ne jouais pas avec lui. Voilà. Donc vous voyez, il y a des phases différentes.